Bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission bimensuelle de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. Je suis entouré de Julien, de Jérém. Et c'est tout. Et c'est tout. Ouais. Parce que Fred s'absente le temps de 3-4 émissions. On lui souhaite bon courage pour finir le mémoire. Ouais, c'est pour ça qu'il nous quitte momentanément. Voilà, les joies du mémoire. Nous ne sommes que 3 pour cette émission, mais qui sait, peut-être saurions-nous trouver quelques potes. Et d'ailleurs, t'as changé, tu dis bimensuel maintenant, tu dis plus bi-hebdomadaire. Et ben justement, les gars, bi-hebdomadaire, ça veut dire 2 fois par semaine. Ah, bah oui. Ça faisait genre 18 épisodes que je disais une bêtise, et il a fallu que Héloïse, qui était là l'épisode précédent, me fasse la remarque en mode « Mais Owen, Ah oui, bi-hebdomadaire, elle a raison. on est con ». Oui. Bref, on souhaite bon courage à Fred, et à partir de cet épisode-là, j'arrête de dire bi-hebdomadaire, ce qui était une immonde connerie, et on commence l'émission. Au programme de ce DCP numéro 18, Papy George Miller revient du haut de ses 79 ans avec Furiosa, le grand retour de la saga Mad Max, et aussi l'énième retour de Quentin Dupieux qui a fait l'ouverture du festival de Cannes avec le deuxième acte. Ce sera l'occasion aussi de parler de Cannes et la discussion va être pimentée. D'ailleurs, nous aurons le privilège d'avoir Julien qui va faire sa première chronique qui parlera justement de Cannes. Trop hâte. Et Jérém va nous faire les chiffres de George Miller. Ouais. Et on conclura comme d'habitude l'épisode avec un joker qui est attribué cette fois-ci à Jérémy. Mais que se passe-t-il dans le monde du cinéma, Julien ? Et si je vous parlais du monde du cinéma et de la littérature, est-ce que vous saviez que Jean Reno vient de sortir un roman ? J'ai vu ça. Eh oui. Je n'ai pas entendu parler de ce... Eh bien, il a sorti un roman, ça s'appelle Emma, c'est publié chez Xo Éditions, et c'est son premier roman, et donc ça raconte l'histoire d'Emma, une masseuse qui travaille en Bretagne, qui va se retrouver à travailler dans l'émirat d'Oman, et qui va être pris dans une affaire d'État, donc roman d'espionnage, premier roman de Jean Reno, et c'est tiré à 30 000 exemplaires, et 30 000 exemplaires, c'est beaucoup. C'est beaucoup ? Voilà, c'est beaucoup. Ok. Du coup, on lui souhaite une très bonne réussite dans sa nouvelle carrière littéraire. Écoutez, Jérémy. Et moi, ce qui a retenu mon attention ces derniers jours, c'est la parution du teaser du film français que j'attends le plus de l'année, Monsieur Aznavour, biopic sur Charles Aznavour, donc. De base, j'aime bien la discographie d'Aznavour, pour moi il a fait de très nombreux classiques, mais ce qui m'intéresse également, c'est les personnes qui sont liées au film. Déjà, Charles Aznavour sera interprété par Tahar Rahim. Je ne comprends pas. pourquoi pas ? Bah, Mais pourquoi pas ? En fait, j'ai la tête de Tahar Rahim, j'ai la tête d'Aznavour, Et et un truc qui batche pas. j'arrive pas à faire le mix, tu vois. Après, t'as Aznavour vieux dans ta tête ou Aznavour jeune dans ta tête ? Les deux. Mais surtout les réalisateurs que sont Mehdi Idir et Grand Corps Malade, et qui pour moi ont déjà fait 2 excellents films que sont Patient et La vie scolaire, que je vous recommande chaudement. Donc on verra bien ce que ça donne, en tout cas moi j'irai le voir, et ça fait partie de cette vague de films français un peu ambitieux cette année, avec surtout au niveau du budget, parce que pour l'instant le budget du film est estimé à 26 millions d'euros. Alors là, je m'adresse aux personnes qui sont à Paris et qui écoutent l'épisode dans sa première semaine de diffusion. Sachez que du 31 mai au 2 juin se tient la 2e édition du festival Cinéma Interdit au Club de l'Étoile organisé par le youtubeur Az l'Épouvantail. Alors l'idée, c'est de diffuser des films extrêmes et alternatifs. Donc si vous avez les tripes assez solides, ça peut être un truc rigolo de vous faire un week-end où vous allez regarder une bonne dizaine de films un peu hardcore. Voilà, si vous voulez suivre ça, vous pouvez trouver sur Instagram Cinéma Interdit. C'est de la nouveauté ou ça peut être des classiques de l'horreur Ça peut être des classiques de l'horreur, c'est des trucs un peu trouvés à droite à gauche, Ok. Ça peut être assez obscur. Je me tâte à y aller, faut que j'achète mes places. Bref, on en arrive d'ores et déjà aux critiques, et en fait à partir de maintenant, je veux plus qu'on dise critique. Est-ce que ça vous paraît pas plus cohérent qu'on parle de discussion, qu'on discute autour des films ? On parle, on discute autour Parce des que films. ce que j'ai à dire par exemple sur deuxième acte, C'est plus de la critique. c'est plus de la critique, C'est de la discussion. c'est de la discussion, parce que on va aller... Enfin, moi je suis allé au-delà de mon appréciation du film. Bref, mais Bien. avant Passons à ça- la discussion. Mais avant ça, passons à la discussion autour de Furiosa. Les gens l'ont attendu, ce Furiosa. Déjà 9 ans que la bombe Mad Max Fury Road est sortie. Fury Road qui a acquis au fil du temps un statut de film culte, chef-d'œuvre du cinéma d'action des années 2010, et exemple à suivre dans la production de films anti-tout numérique. À l'âge canonique de 79 ans, il revient, ce George Miller, sur les origines du personnage phare de Fury Road, en la personne de Furiosa, incarnée ici par Anya Taylor-Joy. Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse. Et lui, il m'a tout pris. À qui avons-nous l'honneur? Elle vient d'une terre d'abondance. Voici notre destinée. Il m'a pris mon enfance.
veux qu'on me les rende. Âge canonique, 79 ans, ça va, y a pire. Bah franchement, pour un réalisateur, enfin je sais que maintenant on a l'habitude, genre avec Coppola, Scorsese, de voir des mecs de 80 ans faire des Oubliez films. Papy Ridley. Voilà. Mais 79 ans faire des films aussi furieux, Oui, Puis faut le faire. Miller, il fait moins de films que les autres. On en parlera dans mes chiffres. alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa est arrachée de la terre verte des Vuvalini et tombe entre les mains d'une grande horde de motards dirigés par le seigneur de la guerre, des Mentus. En parcourant le Wasteland, il tombe sur la citadelle présidée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. J'en attendais trop. Ah, je suis désolé, j'en attendais trop, je pense. Moi j'en attendais rien, franchement j'ai jamais rien attendu de la saga Mad Max et jusqu'ici j'ai toujours été assez bien surpris. Enfin j'aime pas le premier Mad Max, le tout premier, ni même le 3, parce que le 3 est communément considéré comme nul. Et que le 2 qui est plutôt bien considéré, j'ai l'impression, de Mad Max. En général le premier est très Le premier apprécié. aussi, c'est juste vous. Hein. C'est juste Ok. nous qui aimons pas les films vieux et fait... C'est un débat à avoir sur le premier Mad Max. C'est ça, c'est un débat, mais le débat ici, il porte plus sur Furiosa. Bah moi j'ai bien aimé, franchement. En fait, j'attendais rien et je trouve que c'était cool. Moi, je trouve que Furiosa, ça avait tout du projet casse-gueule par excellence. Déjà, tu fais ressurgir une saga qui n'était même pas forcément prévue pour être vraiment une saga qui repart. Donc, tu reviens 9 ans en arrière. Tu ressors Fury Road qui a sans doute bénéficié de son explosivité du moment. C'est-à-dire que c'est un film qui arrive un peu de nulle part. Ça ressuscite Mad Max et ça met une claque à tout le monde. Tu ressors ça. Tu te dis que tu fais un préquel en plus sur le personnage de Furiosa. Donc tu peux dire quel intérêt, est-ce qu'on va retomber sur une pâle copie de Fury Road, et je trouve que ça complète à merveille Fury Road. Là où Fury Road c'était un film vraiment punk et explosif, là on est sur un film qui prend le temps de se développer un univers, qui prend le temps de sa narration, et donc je trouve que Furiosa vient compléter ce qui manquait à Fury Road. J'ai dit que j'en attendais trop, j'ai pas dit que c'était mauvais. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai apprécié le film, mais j'en attendais sûrement trop parce que pour moi je m'attendais à être happé comme j'ai été happé par Fury Road, ce qui a pas été le cas. Mais sinon, ouais, tout ce que tu dis, l'univers, je trouve que l'univers, etc., il est super bien construit, super bien développé et je trouve ça dingue. Mais, je sais pas, les scènes d'action, elles m'ont prise, mais Fury Road, j'étais pris en globalité par le film. Alors que là, il y a que quelques moments dans Furiosa où j'ai été happé vraiment totalement par le film et pas pendant l'entièreté, pas pendant la globalité du film. Mais c'est marrant que tu partes du lore, parce qu'en général, le lore de Mad Max, il est pas si fourni que ça. Et même là, je viens de me faire la réflexion, c'est qu'on a quand même affaire à une franchise qui va au-delà qui va jusqu'à 5 films, qui est tenue par une seule et même personne. C'est-à-dire que Mad Max, c'est quand même une franchise qui reste le bébé de George Miller, qui reste sous son contrôle. Et je me demande peut-être, à faire trop de films, est-ce qu'à l'avenir, on n'aura pas des nouveaux Mad Max par d'autres personnes que Miller? Mais par contre, là, on est quand même dans un film qui densifie un tout petit peu le lore de Mad Max, mais qui le densifie suffisamment et pas trop en même temps pour que ça passe très bien. Bah, je dirais que c'est surtout de la narration que ça donne, plus que vraiment du lore, parce que ce que tu vois dans ces deux derniers Mad Max, c'est avant tout que soit tout le scénario et l'action, ça ressort par des sortes de figures, c'est toujours très mythologique, c'est toujours des facettes très héroïques sans forcément de développement. Par exemple, tu prends les Warboys, t'as jamais vraiment d'explication de comment on arrive aux Warboys, mais t'en as pas besoin, c'est-à-dire que tu comprends qu'Immortan Joe, il a assis son pouvoir en créant une sorte de culte religieux autour de lui. Là où Fury Road, justement, ça te donnait juste ces éléments, et à partir de là, tu avais une méga scène d'action, genre c'était soyez témoins, je vais dans le Valhalla, tu comprends qu'il y a tu comprends le lore qui peut en découler. Là, on va juste créer de la narration, rajouter un peu de profondeur à chaque personnage, comprendre comment tel personnage arrive ici, comment les villes autour se sont créées, parce que c'est pas leur création, mais comment les villes autour se sont plus ou moins développées avec Petroville, c'est ça ? Petroville et Gastown, voilà. Ouais. Gastown est la ville des munitions. Et du coup, je trouve que ce que je disais au début, c'est que c'est un bon pendant, un bon contre-champ à Fury Road. Non, juste, je voulais poser une question, peut-être un tout petit peu, une parenthèse. Vous avez joué aux jeux vidéo Mad Max ou pas du tout? J'aimerais bien. J'ai joué 1h30, mais j'ai pas continué. Ouais, donc du coup, en fait, bon, voilà. Non, mais moi non plus, c'est pour ça, c'était pour savoir si Ça est-ce que dans le jeu ça développait un De peu mémoire, de ce que je me rappelle, mais j'avais fait qu'1h30, je crois que oui, il te parle de différents clans et chaque clan, je crois, a des petites caractéristiques différentes, genre un peu physiques ou en termes un peu esthétiques. Après, genre, l'univers de Mad Max, il est assez étendu pour que finalement, Mad Max, le principe même de Mad Max, c'est que il arrive dans une zone, il fait la rencontre de toute une communauté, et à la fin, il se casse de cette communauté, et il arrive dans une autre dans l'épisode suivant. Donc finalement, genre, le lore, c'est plus... très western, enfin très cow-boy solitaire. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que la saga, elle est vraiment construite de manière épisodique, dans le sens où, là, c'est la première fois, finalement, dans une saga Mad Max, on revient
vers une communauté, vers des personnages qu'on connaît déjà, tu vois. Immortan Joe, on l'avait vu dans l'épisode précédent, ce qui avait jamais été le cas dans les autres de Mad Max. Tu quittais tous les personnages et tu passais à d'autres ensuite. Mais moi, par contre, on n'en a pas encore parlé, les gars. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans Furiosa, c'est Anya Taylor-Joy. Parce que franchement, j'y croyais pas. Et je trouve que c'est le meilleur point du film. Mais moi, je suis acquis à la cause d'Anya Taylor-Joy depuis bien longtemps. Il est amoureux. C'est... Non, mais c'est bien de l'avoir dans une palette de rôles différents, parce que c'est vrai que sur le papier, tu pourrais ne pas l'avoir incarné un personnage comme Furiosa, mais vu qu'elle l'incarne dans sa jeunesse, donc le moment où il y a un peu ce passage entre l'innocence et la brutale réalité du Westland, ça fonctionne très bien. Et d'autant qu'elle arrive en plus à incarner ce changement de personnalité. C'est-à-dire qu'à la fin, donc, on avait cette scène dans la bande-annonce où elle se coupe les cheveux. Donc tu as la même esthétique que le personnage qui était interprété par... comme Charlize Theron, voilà. Et elle le fait très bien. Mais je trouve qu'en termes d'acting, Chris Hemsworth aussi très bien le rôle dans lequel il doit être. Mais Anya Taylor-Joy, moi ce qui me marque vraiment avec Anya Taylor-Joy, c'est le regard. C'est qu'elle a saisi exactement le même regard que Charlize Theron, elle a, quand elle a le maquillage sur le front. C'est exactement la même chose. Elle dégage la même aura, je trouve. Alors que tout le monde disait, ouais, personne peut arriver à faire ce qu'a fait Charlize Theron avec ce rôle-là. Je trouve qu'elle est complètement adéquate à ce qui a été fait auparavant. C'est à la fois dans la continuité, mais quelque chose d'assez innovant. Le personnage reste assez mutique aussi pendant une bonne partie du film. C'est un peu comme le personnage de Max, il me semble qu'il est pas très, il parle pas trop non plus dans les films. Non. Il est plus bavard dans les premiers films de la saga. Même pas, je trouve. Un peu plus, parce que vraiment tu l'entends absolument pas Tom Hardy dans Fury Road. C'est vrai. Donc voilà, il reprend ce côté personnage mutique qui agit plutôt qu'il parle. Et donc du coup ça passe beaucoup par le jeu de l'actrice, par son regard, par son langage corporel, etc. Et oui, Anya Taylor-Joy réussit un super taf sur ce coup-là, comparé en parallèle à ce que fait Chris Hemsworth, qui est beaucoup plus dans la grandiloquence des discours et qui parfois en fait un peu trop. Mais heureusement quelque part qu'il y a ce personnage-là pour densifier un peu le dialogue. Mais il y a des fois je trouve qu'il part dans des envolées lyriques et ça fonctionne très bien, mais il y a des fois je trouve que ça en fait trop et que je trouve c'est limite ridicule, quoi. Ouais, mais c'est le but qu'il soit ridicule, parce que si tu regardes, tu pars de Fury Road, t'as Immortan Joe, tu as la quintessence du chef d'État en fait, c'est-à-dire chef d'État à la fois religieux avec les Warboys, chef d'État politique, et en fait Immortan Joe c'est un méchant dans le sens, pas il est cruel, mais il est surtout cruel, froid et calculateur, c'est-à-dire il est dans les terres désolées, il doit gérer une communauté, donc il a un système très simple, il a des épouses pour avoir des fils. Il a une partie de la population qui maintient sous son joug en leur donnant un peu d'eau de temps en temps, alors que Dementus c'est un mec totalement excentrique qui a un petit groupe mais qui pense qu'il va pouvoir révolutionner le Westland, qui pense qu'il va pouvoir changer les choses, alors qu'en fait il est auto-centré sur lui-même, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus détestable qu'un Immortan Joe, je trouve, parce que tu vois, Immortan Joe, comme je disais, il est dans du calcul, là où Dementus, c'est des fois de la cruauté plus pure et simple, et c'est vraiment de la volonté de nuire totalement. C'est un personnage giga spontané, mais en fait, je trouve que Dementus, il est à l'image de tout le film en général. Parce que là, tu as dit, il est parfois très juste et parfois complètement ridicule. Et je trouve qu'il est à l'image, justement, du ton général du film. C'est-à-dire, des fois, dans un sublime absolument merveilleux, moi, il y a des instants dans Furiosa que j'ai trouvé brillants. Et même à certains instants, genre il y a des images, je trouve que ça fait partie des meilleures images que j'ai vues au cinéma ces 10 dernières années. Et des fois, c'est complètement ridicule et c'est complètement à côté de la plaque. Et justement, ce personnage de Hemsworth, il emmagasine ces deux facettes-là qu'a le film aussi. Ce parallèle entre monstrueusement beau et effroyablement ridicule. Parce que franchement, il y a des moments dans Furiosa, même visuellement, c'est moche. Et des fois, c'est magnifique. Je sais pas ce que ça vous évoque ça. Ouais, mais je trouve que c'est à l'image de ce qu'est la saga, en fait. C'est un monde qui a tellement perdu pied qui tombe dans une excentricité. Je veux dire, que ce soit les premiers Mad Max ou tu prends Fury Road, un mec sur une guitare, ça n'a aucun sens, mais c'est trop bien. C'est juste cool. Un mec qui fait de la guitare, ça n'a aucun sens. C'est des tenues punk, un mélange de tenues punk, de tenues militaires qui n'ont ni queue ni tête. Donc c'est du pur post-apo. Mais c'est ce qu'est Mad Max. C'est un monde qui est tellement tombé dans la ruine que plus rien n'a de sens. Et on parlait des personnages. Vous en pensez quoi du personnage de Jack ? On n'est pas un peu sur ce que va devenir Max derrière ?
Bah, il fallait un substitut à Max Voilà. en quelque sorte, Une mais sorte de substitut, ouais. quelque part on s'en fiche un peu de lui. Enfin, le film se construit vraiment sur la dualité entre Furiosa et Dementus. Est-ce que avec ce personnage-là, il montre pas que c'est pour ça qu'il a fait confiance à Max derrière? Oh, je pense pas qu'il y avait besoin de ce genre de parallèle-là. Je pense juste qu'il fallait un substitut et qu'il fallait un personnage qui ait cette fonction-là dans le film. En tout Fonction cas, de mentor. c'est ça. Et même s'il est cool, même s'il évoque Max, quelque part, c'est pas non plus ultra important. Je C'est trouve. aussi ce qui motive, enfin c'est aussi ce qui définit l'échec de Furiosa. C'est vraiment cette première grande tentative de fuite, donc avant de partir dans le Fury Road, c'est de partir avec ce personnage, et c'est un échec. Et c'est aussi partie de cette rédemption peut-être qu'elle recherche dans Fury Road. Et du coup, là, parce que là, tu parles de Jack, et moi, en fait, quand tu me parles de Jack, la première scène qui me vient en tête, c'est la grosse scène d'action qui s'inspire le plus de Fury Road. Finalement, c'est l'assaut sur le gros camion. Je sais pas si on a tous la même scène en tête. Et cette scène-là, je sais pas vous ce qu'elle vous inspire, mais je la trouve presque too much. Pour moi, c'est pas une très bonne scène d'action. Il y a d'autres scènes d'action dans le film qui sont absolument somptueuses. Dis-toi que c'est la première grosse scène d'action du film, hein, surtout, il me semble. C'est ça. Et plusieurs fois dans cette scène-là, hein, qui dure peut-être 10 minutes, je me suis dit, dis donc, il y a des gifs de flammes qui sont moches, non? Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça donne un point de vue plus aérien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc vraiment un point fort, je trouve. C'était de passer dans un truc très horizontal et de remonter en verticalité, justement, en donnant des véhicules aériens. Là où, justement, Mad Max, tu t'attends à avoir que du véhicule terrien. Mais il y a un moment donné, je t'avais soufflé dans l'oreille pendant le film, à toi, Jérémy, on dirait Smash Bros. Ah oui. Parce qu'il y a un moment donné, ils sont tous sur le toit et qui est en mouvement, avec des personnages dans les airs, et vraiment, il y a un plan qui fait très Smash Bros. En règle générale. Mais même cette scène-là, dans l'ensemble, elle fait très Smash Bros. Et à partir du moment où t'es tombé du véhicule, t'es mort. Pour moi, la meilleure scène d'action du film, c'est dans le moulin à balles. Hein. On est d'accord, celle-là, elle est juste oufissime. Et justement, la course-poursuite qui s'ensuit, il y a ce plan-là de Chris Hemsworth qui court, non, il est en voiture, Il est dans la bagnole, ouais. qui roule après. Et c'est un plan séquence où il passe par-dessus un ravin pour finir par percuter la bagnole. Et bah, ce plan-là, C'est génial. je vous dis ça, j'y pense tous les jours depuis. J'y pense au moins peut-être toutes les 5 heures à ce plan. C'est un des plus beaux plans que j'ai vu de ma vie. Moi, les plans qui m'ont beaucoup marqué, mais c'est plus, qui sont plus les plans dans la fixité, mais c'est tout ce qui se rapporte à la mythologie, notamment, par exemple, dès le début, la mort de la mère de Furiosa. Oui. C'est-à-dire que cette sorte de crucifixion. Et pareil, tous ces tons rouges, mais même la scène de fin, attention, je spoil, mais ce Chris Hemsworth, donc Dementus attaché, enfin même pas, qui devient une sorte d'arbre, qui te fait penser à peu près à tous les châtiments que tu peux avoir dans la mythologie grecque. J'aime beaucoup. Et rappelons que le film a été vendu comme une odyssée. Mais c'est ça, c'est le mot qui ressort le plus, c'est Odyssée. Et effectivement, c'est adéquat. C'est l'Odyssée de Furiosa dans une vengeance qui est à la fois too much, mais absolument... Jubilatoire. Ouais. Mais c'est ça, c'est le film, et des fois, il est ridicule. Donc du coup, des fois, je suis sorti un petit peu, mais je peux pas m'empêcher de me dire c'était grandiose à certains instants. Et du coup, j'en ressors en me disant, bah voilà, ça c'était le plus grand kiff de mon année pour le moment. C'est le film qui m'a fait le plus bander. Fallait que tu utilises ce terme, j'en étais sûr. Mais Fred est pas là. Je trouve que je suis assez content parce que on en parlait dans des anciens DCP sur le fait que ces derniers temps, en termes d'années de cinéma, on avait du mal à retomber sur quelque chose d'assez grandiose et marquant. Et là, je trouve qu'en un mois, entre Challenger et Furiosa, Ouais. je trouve qu'on a vraiment deux grands films. Parce que dans mes préférences, j'avais déjà dit par exemple que j'avais All of a Stranger, mais ça reste un petit film en soi. C'est 100 000 entrées, c'est pas une grosse production, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir deux grosses productions comme ça qui fonctionnent et en plus qui sont de qualité. Qui sont en fait quelque part des films d'envergure. C'est ça. Qui vont au-delà de... Enfin, qui réfléchissent un petit peu à des façons extrêmement épatantes de filmer certaines choses. Et les deux ont ça en tête. C'est vraiment... Voilà, on va filmer une course-poursuite en bagnole ou on va filmer un match de tennis, mais c'est quoi la façon la plus cool de le faire? Et pas prêt pour Boy Boss 4, pardon. Ouais. Par contre, le seul truc qui me fait peur, avec le succès, je pense que ce sera un succès, Furiosa, ce serait une sorte de franchisation de Mad Max, où on tomberait sur une sorte un Mad Max tous les 2 ans, mais du coup, ce serait plus George Miller, et du coup, on te sort un truc très procédural, tu vois, où grand méchant, le désert, voiture, où ça devient du gros blockbuster qui s'enchaînerait. Et ça me ferait peur parce que ce ne serait pas de qualité. C'est exactement ce à quoi je pensais en tout début de critique, quand je posais la question de la franchise Mad Max. Et quelque part, à certains instants, j'ai pensé à Star Wars 7, toutes les scènes sur Jakku, cette planète déserte. Je me suis dit,
Franchement, si Star Wars 7 avait eu des allures de Furiosa, j'aurais pu penser ça comme un bon film. Mais en fait, Star Wars 7, c'est de la merde. Ah oui, pardon. Oui. Oui, Vous attendiez mon avis alors que c'était évident, quoi. c'est super chouette. Franchement, moi, c'est un très très bon kiff. Et j'en suis à me demander si je vais pas me refaire ce petit kiff au cinéma. Parce que franchement, le kiff. Le kiff. Est-ce qu'on finit sur Furiosa, mes yeux? Alors pour les chiffres de Furiosa, c'est un budget de 168 millions de dollars, donc à comparer avec Mad Max Fury Road qui avait un budget de 150 millions, on augmente un tout petit peu le budget. En ce qui concerne le premier jour en France, qui était donc le 22 mai 2024, il a fait 71 627 entrées, c'était le premier des nouvelles sorties du jour, bien évidemment. Et en ce qui concerne le premier jour US, donc le vendredi 24 mai, il a fait 10,2 millions de dollars de recettes. Alors, quittons le désert aride de Furiosa, mais ne quittons pas Cannes. Puisque Furiosa a été présenté au Festival de Cannes hors compétition. Et nous allons parler à présent du film d'ouverture, hors compétition, lui aussi, du Festival de Cannes. Souvenez-vous, il y a 5 épisodes, tout juste. 5 ou 6, je sais plus. Je disais que Dali ne serait pas le dernier Dupieux pour très longtemps. Et j'ai eu raison, puisque 3 mois après, le salaud nous présente le deuxième acte. Le salaud. Ce film réunit notamment Vincent Ladon, Léa Seydoux, Louis Garrel et Raphaël Quenard. Il ouvre Cannes. C'est le deuxième acte. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop. Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy. Florence veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les 4 personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. Et ce synopsis, on s'en bat les couilles, parce qu'on a tous découvert le film avec le trailer. Oui. On est tous rentrés dans la salle de cinéma en ayant le trailer en tête et non un synopsis qu'on a trouvé au hasard sur internet. Bref, n'empêche, je hais ce film. Ah, il était, mais rouge de haine envers le film quand on est sorti de la salle, je l'ai vu avec lui. Il m'a dit c'est bon Dupieux, j'arrête. Ça a été la rupture. Je hais ce film. Sur le coup, en fait, à la préséance, j'ai trouvé que je l'avais apprécié plus que Dali parce que je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes quand même. Mais à la réflexion, c'est du même niveau que Dali pour moi. Je rappelle que Dali, j'estimais que c'était un film de merde. Pour moi, le deuxième acte commence à rejoindre à la réflexion ce niveau-là. Julien. Mais en fait, moi, je m'attendais à quelque chose d'horrible avec vos avis. Et en fait, j'en suis ressorti, mais de la même manière que je ressors d'un Dupieux depuis Yannick, en fait. C'est juste moyen. En fait, ça n'a juste pas d'intérêt, c'est-à-dire que c'est pas mauvais, parce qu'il y a des moments qui sont drôles, il y a des choses intéressantes sur l'histoire entre la fiction et la réalité, mais c'est ce que nous pompe Dupieux depuis des films et des films. Donc moi je trouve que le cinéma de Dupieux, comment je pourrais le définir, je te rappelle dans Ne coupez pas, si ça te revient à l'esprit. Donc Ne coupez pas, donc c'est un cinéaste qui fait un film dans le film, et enfin bref, ce cinéaste il est approché par une production, et quand on lui demande de faire ce film, il explique que son cinéma à lui c'est du pas cher, rapide, c'est dans la moyenne, c'est pas mauvais, c'est pas très bien, c'est dans la moyenne, c'est ce qu'est Dupieux. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas très bien, c'est dans la moyenne, mais est-ce que on veut d'un film qui va ouvrir Cannes, un film dans la moyenne? Est-ce qu'on veut d'un cinéaste qui sort des films tout le temps et qui est sur le devant de la scène des films dans la moyenne? Non, je pense qu'on mérite un peu du cinéma un peu plus au-dessus. Mec, Dupieux, Gretegen. Alors, c'est pas anodin si j'ai dit que Dupieux est un salaud. Parce que je le pense très profondément. Dans le sens où Dupieux a créé une mélasse incompréhensible autour de son cinéma. Ça le sert ou ça le dessert, on ne sait pas. Dupieux a dit « Mon cinéma ne s'analyse pas ». Je voulais y venir, ouais. Et quand il a présenté le deuxième acte, il a dit aux journalistes « Je n'ai pas besoin de répondre à vos questions, mon film est assez clair sur ce que je veux dire sur le cinéma et mes intentions, je ne vais donc pas répondre à vos questions. » Et ben franchement, en ressortant du deuxième acte, je sais pas vous, mais moi j'étais complètement perdu. Et je suis allé chercher pas mal de critiques aux alentours pour essayer de comprendre de quoi parle le deuxième acte et pour comprendre un peu le fin mot de cette histoire, parce que de premier abord, quand j'ai vu le deuxième acte, je me suis dit putain de merde, c'est un film qui se fout littéralement de la gueule des mouvements MeToo, c'est un film réac, c'est un film qui va plaire à Cannes parce que forcément ça prend le parti d'une élite du cinéma qui
voilà, conforte tous ces gens-là dans leur petite tour d'ivoire. C'est toujours ton avis actuellement ou c'est ton premier avis? J'arrive pas à savoir. Parce que pour moi, il joue sur ça, mais pour moi, Dupieux se moque justement Et ben justement, de ce genre de personnage. c'est de ça dont il est question dans le film finalement, c'est qu'il se moque de ça. Mais si justement en ouverture à Cannes, moi c'est de l'ironie, hein. Je l'ai pas pris textuellement, genre cette grande scène d'intro entre Louis Garrel et Raphaël Quenard, pour moi c'est justement pousser la réflexion à la bêtise ultime. C'est-à-dire d'un côté on a ce personnage de Louis Garrel qui caricature le genre de personnes qui sont en mode non attention, faut rien dire, mais pas parce qu'il faut rien dire pour pas faire du mal aux gens que ce soit, mais parce qu'il faut pas que ça se sache, parce que sinon ça peut faire des problèmes à la carrière. Et Quenard, inversement, c'est la caricature du mec qui sort, qui dit des conneries à toutes les 2 secondes et qui voit pas le problème. Je pense que les deux sont des grosses caricatures, et je pense que tout le film, et c'est ce que fait Dupieux, c'est qu'il prend les personas, donc il joue avec l'ego de Vincent Ladon, la déconnexion de Léa Seydoux, et il les pousse à son maximum pour s'en moquer. Mais du coup, il joue, je pense, sur ces deux côtés. Ouais, mais en fait, je sais pas s'il veut y apporter un côté cynique ou grinçant, mais je trouve qu'à la réflexion, ça ne fonctionne pas, vu ce qu'il en fait, dans la globalité du film, ça ne fonctionne pas. Et je trouve que ça en devient juste complaisant. mais justement, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est ce film qui ouvre Cannes. Et c'est peut-être pour ça que je le déteste à ce point. C'est parce que j'ai l'impression que il est tellement brouillon que des gens qui organisent Cannes se sont sentis caressés dans le sens du poil par le film. Et pour moi, ça, c'est un aveu d'échec. Parce que ça veut dire que Dupieux, persuadé que son film est assez clair, et ben en fait, il dit l'inverse de ce qu'il veut dire. Et là, si c'est le cas, et ben c'est une immonde erreur. Moi, je le vois pas comme ça, du coup. Pour moi, c'est un film qui veut montrer que le cinéma, un peu le côté cinéma hypocrite, etc., mais d'un côté un peu cynique, acidulé, ce que pour moi, Dupieux n'arrive pas à faire dans le film, parce que quand tu disais il caresse Cannes dans le sens du poil, je suis d'accord avec toi, et pas dans le sens où il leur dit non mais vous avez raison, les autres sont des cons et nous on a raison. C'est plutôt il va dans le sens de Cannes, où en mode Cannes se dit regardez, on prend conscience de l'hypocrisie qu'est le cinéma, et on s'en moque, on s'en moque aussi, tu vois, on assume nos propres conneries en le mettant en scène. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Oui, mais comme beaucoup d'autres thèmes dans le film, enfin, quelques On thèmes accepte qu'il y a dans le film. on accepte d'être moqué. Ouais, C'est mais comme ça que je le voyais. Comme d'autres sujets qui sont évoqués dans le film, alors il y en a pas beaucoup, mais en fait c'est juste évoqué, c'est pas creusé, c'est rien, c'est juste évoqué en surface, ça reste à la surface, ça va pas essayer d'aller creuser le sujet pour essayer d'en tirer quelque chose. Encore une fois, ces films sont courts, donc tu peux pas lui reprocher ça, mais pour moi le deuxième acte n'a pas un concept assez fort pour tenir 1h20, tu vois, pas comme un Dali qui a un concept vraiment de faire un film surréaliste, un Yannick qui est très clairement juste un huis clos comme tu le vois. Enfin, il y a pas un concept assez fort avec Yannick. Avec le deuxième acte. L'idée de base du deuxième acte n'est pas assez, Voilà. pas suffisante. De toute façon, c'était le même problème qu'il y avait déjà avec Yannick. Pour moi, c'est le genre de film où tu as une discussion autour de thèmes, de projets, de scénarios. Tu tombes sur un truc qui peut être drôle. Donc, le second acte, des acteurs en fait qui jouent leur propre rôle, mais en fait, ils sont dans un film. Pareil pour Yannick, imagine si quelqu'un interrompait une séance de théâtre en plein milieu, mais c'est des films qui pourraient tenir plutôt sur du court métrage, mais vu que Dupieux il fait des films courts, on le fait tenir sur 1h10, 1h20, et vu que c'est Dupieux et qu'on aura un gros casting, évidemment que tu vas le faire en long métrage, sinon ça rapporterait pas d'argent. Mais c'est des concepts en fait qui n'ont pas lieu d'être en tant que film. Et donc c'est ce que je disais quand je parlais du film dans le film, c'est que je pense que Dupieux veut montrer la différence entre l'acteur, la persona, le personnage réel, d'où toujours cette réflexion qu'il a dans ses films entre la fiction et la réalité. Le personnage de Vincent Ladon, qui est homophobe dans le film, en fait ce n'est qu'un acteur, et son vrai personnage, en fait il est en couple avec Willy, donc, qui est incarné par Raphaël Quenard, donc il s'amuse sur ces couches-là, et pour finir, il conclut avec cette discussion entre Léa Seydoux et Louis Garrel, en mode oui mais la fiction c'est de la réalité, c'est de la réalité, c'est de la fiction, qui est pour moi un peu une sorte de réflexion bullshit philosophique qui n'amène pas à grand chose. Et du coup, ce dernier plan, le plan des rails, enfin le plan de 3 minutes là sur un travelling qui se filme lui-même, qu'est-ce que ça... Ça me gonfle. C'est de la prétention, c'est les rails qui défilent, en fait ça représente le générique. Voilà. Enfin, c'est vraiment, au bout d'un moment, je pense que Dupieux n'est pas... Enfin, non, Dupieux n'est plus. Parce que Dupieux, on critique beaucoup Dupieux. Moi, je suis quelqu'un de base qui aimait beaucoup le cinéma de Dupieux. Et je pense que Dupieux n'est plus la personne... j'allais pas dire n'est plus le génie qu'il pensait être, mais n'est plus la personne subversive qu'il pensait être. Avant Dupieux, ce qui était intéressant avec le cinéma de Dupieux, c'est que c'était toujours un cinéma un peu ovni. C'est quelqu'un qui arrivait, qui sortait un film
assez court, mais quand même, quand tu regardes ses premiers films, ça tâte les 1h20, 1h30 quand même. On est plus sur une moyenne de films courts, on n'est pas sur les films d'1h05, 1h10. Et c'est un cinéaste qui prend un concept, qui arrive à jouer sur l'absurde, sur la fiction, la réalité, et surtout qui prenait des acteurs assez connus et qui arrivait vraiment à en extirper tout leur potentiel pour jouer sur l'humour. C'est par exemple comment à partir du Palma Show, tu vas faire un film, c'est Mandibule, comment tu vas utiliser Chabat, en réalité, pareil pour le personnage de Poulvord dans Au Poste. Et maintenant, autant si ça venait avant le cinéma Dupieux, c'est comment Dupieux refaçonnait ses acteurs pour son propre cinéma, c'est plutôt un Dupieux, maintenant c'est plutôt des acteurs qui vont s'agréger à Dupieux sur un concept très lambda et où ça va faire, on va le sortir en long métrage, faire un film qui va rapporter de l'argent et c'est tout. Je rappelle dans mes chiffres, les chiffres au cinéma Dupieux depuis, ça fonctionne pas trop, ça fonctionne pas assez pour que ça rembourse. Hein. Mais tu vois, moi en sortant du deuxième acte, mon premier réflexe ça a été de voir des vieux Dupieux que j'avais pas vus, c'est-à-dire Wrong et Wrong Cops, qui sont des films qu'il a fait aux États-Unis. Et parce que en sortant de deuxième acte, je me suis dit, est-ce que j'ai oublié ce qu'est le style Dupieux, ou est-ce que c'est Dupieux qui a perdu son style au point que j'arrive même plus à l'identifier? Et quand je repense à des films comme Réalité, comme Rubber, comme Wrong, c'est des films qui prennent à partie un absurde total, un truc complètement surréaliste, et ils le traitent de manière extrêmement frontale. Dans le sens où Rubber, c'est un pneu vivant qui tue des gens et qui tombe amoureux. Et il te filme ça comme, oui, c'est un pneu vivant qui tue des gens et qui tombe amoureux. Et genre, c'est cet éternel truc un peu fou, mais confronté à une réalité complètement lambda, complètement étrange. Et je trouve jamais ça dans le deuxième acte où Dali c'était à part, c'était un film surréaliste, donc quelque part ça se comprend. Pour moi, le dernier bon Dupieux, enfin quand je dis bon, qui est vraiment dans l'essence de ce qu'était Dupieux, c'est Mandibule. Pour Incroyable mais vrai, on pourrait débattre. Mais pour moi, à partir de Fumer fait tousser, c'est la dégringolade. Alors, Incroyable mais vrai, je trouve que ça passe encore parce que c'est justement cette confrontation entre la poésie magnifique du récit de Chabat et Léa Drucker contre la beaufrie complètement conne de la bite mécanique de Benoît Magimel. Mais à partir de Fumer fait tousser, pour moi, on rentre dans ce qui est devenu le cinéma Dupieux, du film à concept fast-food. Et pour réagir, parce vous avez parlé de Dupieux dans le dernier Joker, et c'est vrai qu'on disait, c'est ce que disait Louis, c'est qu'il y a des gens qui aiment certains types de Dupieux, d'autres non. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, Dupieux, c'est devenu tellement une sorte de self-service. Le self-service de ta cantine, bah c'est pas très bon, mais il y a tellement de choses que dans l'entrée et le plat, si tu peux choisir des frites au lieu des choux-fleurs, tu vas réussir à manger un truc qui sera bon. Tu vois, c'est pareil chez Dupieux, tu vas forcément trouver des points positifs. C'est pour ça que pour moi, le deuxième acte, j'ai pas trouvé ça nul, mais c'est juste moyen. C'est-à-dire qu'il y a des moments, j'ai rigolé. Enfin, moi, la scène du mec qui arrive pas à servir le vin, et t'as Quenard et Lindon qui se foutent de sa gueule, ça me fait rire. Et c'est d'autant plus intéressant de jouer sur le côté tragique que ça peut amener la moquerie. Mais c'est juste moyen. C'est-à-dire que le cinéma de Dupieux, c'est quoi? C'est littéralement un plan de 5 minutes où t'as Louis Garrel et Quenard qui discutent. C'est très ennuyeux. Et pourtant, on peut filmer des discussions. Tu prends le cinéma de Linklater, tu prends les Before, par exemple, c'est littéralement le premier Before, c'est littéralement un film avec un mec, une meuf qui discutent pendant 1h30, 1h40, je sais plus combien de temps dure le film, et c'est super bien, et tu t'ennuies jamais. Là, Dupieux, c'est juste, il pose une caméra, c'est fixe, il y a des gens qui discutent. Yannick, c'était pareil, c'était très fixe, parce que tu es dans un espace de théâtre. Et avant, tu prends, j'ai encore pour mémoire Mandibule, tu avais une vraie recherche dans les plans, quand il posait sa caméra, quand il montrait le camping-car, quand il montrait le décor, et tu le sens surtout sur la période américaine, par exemple Rubber, il y a quelque chose dans les paysages que tu retrouves absolument plus dans le cinéma actuel de Dupieux. Oui, je voulais rebondir sur le fait que tu trouvais qu'il y a quand même certains passages qui sont drôles. Il y a une scène qui m'a fait genre mourir de rire, c'est la scène où on dit à Léa Seydoux qu'elle joue mal. Bien sûr que j'allais rigoler à ça, mais c'est bien la seule fois du film où j'étais vraiment hilar, quoi. Tu vois, là je suis une redite, mais c'est ça, quand ça caresse Cannes et ça caresse le monde du cinéma dans le sens du poil, le coup de Léa Seydoux joue mal, c'est une blague que tout le monde fait. Du coup, forcément, tu regardes parce que, regarde, ils se moquent de Léa Seydoux qui joue mal, ils le comprennent, ils s'en moquent eux-mêmes, mais c'est enfoncer des portes ouvertes. C'est bien la seule fois où j'ai un peu rigolé. Toi, après, là, c'est un rejet total, c'est un rejet de ce qui est devenu Dupieux et de ce qui est devenu Cannes. Enfin, du mood Cannes, parce que ça me fait détester encore plus. C'est un microsome, mais moi je l'avais déjà microcosme, ressenti. peut-être. Microcosme. Mais je le sentais déjà, moi, quand il y avait eu Cannes, en fait, t'as l'impression de cérémonie faite par les gens du cinéma, pour les gens du cinéma, et c'est tout. Vraiment d'un milieu qui ne se parle plus qu'à lui-même. C'est vrai, moi ça m'a évoqué Jeanne du Barry, l'ouverture de Cannes 2023, c'est Jeanne du Barry. Tu m'avais parlé même de couper d'Azanavicius. Ouais, voilà, c'est de la complaisance pure et dure qui me rend très en colère. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui ouvre. Mais du coup, voilà. Moi, Fury Road, il avait pas fait l'ouverture. Je ne sais plus. Je sais pas, il était hors compétition en 2015, mais je sais pas si c'est lui qui a ouvert. Je sais pas.
Mais du coup, voilà, ça m'a quand même motivé un peu à aller lire des critiques, à aller me demander, voilà, qu'est-ce que des gens pouvaient apprécier dans ce film-là. Et dans toute ce moult de critiques, je suis tombé sur une qui était intéressante. Je sais pas si vous connaissez le youtubeur Dex et le cinéma. Non, du tout. Non, du tout. Non, C'est l'occasion de découvrir. Non, bah c'est pas. Enfin, ça, en général, ça fait quoi? Ça fait moins de 1000 vues. Bref, j'écoute de temps en temps. Là, tu parlais de fast-food. Et c'est vrai qu'on avait parlé de fast-food de Dali la dernière fois. Il a parlé de self de cantine. On est passé de fast-food, Ouais. self de cantine. La prochaine étape, c'est le caniveau. Et justement, il avait trouvé une analogie qui était intéressante entre le cinéma et le resto-route, dans lequel, qui est le lieu dans lequel se joue le deuxième acte, et qui disait que dans ce film-là, Dupieux pose un regard nihiliste sur l'état du cinéma, ce que tout le monde a relevé. Mais là, la question du resto-route, c'est que tu viens aller voir un film qui va assouvir un besoin de manger. C'est-à-dire, tu vas dans un resto-route parce que il faut que tu manges, tu vas pas bien manger. Tu vas te substanter. Exactement. Et c'est ce que Dupieux, en tout cas c'est la lecture que fait ce garçon-là, d'Excel le cinéma, c'est la lecture qu'il en tire dans le sens où on va au cinéma actuellement pour se remplir la panse d'images, mais même des films d'auteurs, comme pourrait se prétendre Dupieux, n'arrivent même plus à sortir de ce moule-là et restent finalement des produits à peine comestibles. Enfin c'est juste, ça te remplit la panse. Ouais, des produits qui sont là juste pour satisfaire ton besoin d'image. Puis au bout d'un moment, Dupieux, son concept phare, c'est cette limite entre fiction et réalité. Et même dans ces films, on pourrait dire un peu plus absurdes ou réalistes, par exemple Yannick. Au fond, dans Yannick, on aurait pu le mettre plus dans son cinéma dit de l'absurde, mais en fait, ça traite toujours de la réalité. C'est-à-dire que c'est la scène de théâtre, c'est le côté fictionnel, la scène, le côté spectateur, la réalité. Et en fait, il veut tellement dépasser là que le stade du second acte, on a toujours cette idée de mise en abîme, c'est-à-dire que c'est un film dans un film, on est surtout dans l'idée que maintenant, les acteurs réagissent directement à même le film. C'est vrai qu'il y a quasiment plus cette paroi. Je pense par exemple, tu prends des films qui parlent d'un tournage, tu avais Making of qui était sorti récemment, mais tu prends La Nuit américaine de Truffaut, t'as toujours un moment où tu vois ou même quand on avait parlé du film coréen, ça tourne à Séoul, tu as ce moment où tu vois le film et tu as le moment où tu vois le plateau de tournage. Là, la frontière que faisait péter Dupieux, c'était sûr, on voit même plus le plateau de tournage, c'est directement les acteurs y réagissent, etc. Mais à vouloir tellement dépasser la frontière entre la fiction et la réalité, en fait, il n'y a plus rien à creuser, à dépasser. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que Dupieux, il creuse un sujet, mais en fait, il a creusé, il n'y a plus de sable, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien à creuser. En fait, il commence à creuser du vide. Et alors moi, franchement, Dupieux, ça m'intéresserait d'arrêter de le voir tous les 3 mois au cinéma pour des films concept d'1 heure. Mais franchement, moi, Dupieux, qui travaille sur un scénario, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, c'est encore mieux, parce que ça fera un peu calmer la Dupieux mania. Mais qui sortent un film de 2 heures, qui sortent un vrai projet et qui sortent de ses sentiers battus. Parce que là, Dupieux, à part creuser, se répéter, ça fait pas grand chose. Que là, si tu me dis qu'il va encore sortir un film dans 6 mois ou dans 1 an, il n'y a pas de projet annoncé de ce que j'ai vu. Non, Dieu merci. C'est ce que je suis en train de regarder, attends. Mais j'aimerais bien le voir j'aimerais bien qu'il relève un défi, parce qu'avant, Dupieux, quand tu voyais un Dupieux, c'est ce que je disais avant, c'était de l'ovni, c'était quelque chose ça faisait bouger un peu le cinéma, c'était quelque chose que tu voyais nulle part ailleurs, Dupieux. C'était une marque, c'était un Dupieux, et t'étais surpris. Maintenant, Dupieux, tu regardes, ouais, c'est un Dupieux. En effet, aucun projet de ce que je vois sur les sites, sur les différents sites que j'ai regardés. J'aimerais revoir Dupieux intéressant, en fait, parce que c'est pas un cinéaste inintéressant de base. Eh ben écoute, qu'il se repose, qu'il dégonfle un peu, parce que je pense que lui-même aussi est un peu gonflé là. C'est l'image qui me renvoyait sur ses interventions à Cannes, là où il avait l'air un peu pas envie de parler à la presse, pas envie de parler de son cinéma, juste. Après, est-ce qu'il joue encore un personnage est-ce qu'il est pour dire oui, je continue la fiction de. Si c'est le cas, franchement, je trouve ça déprimant. Il me fatigue. Si c'est vraiment ça qui est devenu Dupieux, un gars qui me fatigue, moi ça me déprime. Donc écoute. Donc pour les chiffres du deuxième acte, on est sur un budget de 6,7 millions d'euros, donc 6 700 000 euros. Ah, quand même, hein, pour ce que c'est. Je crois que c'est un peu moins que Dali, j'ai plus le chiffre de Dali en tête, le budget de Dali. C'est le cachet des acteurs, ça. Oui, je pense que le cachet des acteurs est pour beaucoup. C'est pas le prix du travelling, hein. C'est pas le prix de là où ils ont tourné, parce que je crois qu'ils ont tourné en Dordogne. C'est les bouteilles de vin, il y en avait trop. Il y avait trop de figurants, vin. Alors, en tout cas, pour sa première semaine en France, il a fait 242 657 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties, mais le 4e des entrées de la semaine. Et c'est le meilleur démarrage qu'a fait un Dupieux. Bah oui. Ouverture à Cannes, tu m'étonnes. Il a fait plus d'entrées que d'habitude, hein. Il attire plus de monde. Non, mais évidemment, hein, je veux dire, être tout le temps sur le devant de l'affiche, les gens finissent par aller voir ce que c'est, hein. Oh, il est dépité de Dupieux là. Bah non, mais ça me fait chier, j'aime bien Dupieux de base. Je veux dire, je trouve que Réalité, c'est un super bon film. Ça me fait chier, quoi, que maintenant les gens se mettent à s'intéresser à Dupieux quand c'est nul.
Ouais. Même au poste, même Mandibule, qui était encore un des derniers bons du pieu. Bref, ainsi se conclut la première partie de cet épisode de DCP. On espère ne pas vous avoir trop déprimé. Mais Jérémy et Julien ont prévu de ne pas vous déprimer avec leur chronique. Et on ouvre le bal de la deuxième partie avec les chiffres de Jérém. Donc pour cette émission, je vais vous parler des chiffres de George Miller parce que c'est un réalisateur à la filmographie où parfois tu te dis attends, c'est lui qui a réalisé ce film. C'est donc pourquoi je vais décider de me pencher sur ces chiffres de ce réalisateur singulier. Un petit rappel d'usage, tous les films vont être pris en compte, sauf Furiosa en ce qui concerne les chiffres du box-office, et les durées que j'ai prises sont celles des versions cinéma. George Miller, c'est 45 ans de carrière depuis son premier film, Mad Max, sorti en 79. C'est 12 films à son actif, en incluant Furiosa. Si vous voulez vous faire un marathon des films de George Miller, il va vous falloir 1337 minutes, soit 22h17, donc une bonne journée. En perspective, Il faut plus de temps pour faire l'intégrale de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux que se faire l'intégrale de George Miller. Le Grand Rex, qu'attendez-vous? t'as l'intégrale de George Miller au cinéma, ouais. T'enchaînes Furiro des Babes, quoi. Et après, t'as Happy Feet. Donc le film le plus court de sa filmographie, c'est le premier Mad Max, qui est à 1h28, et à l'opposé, son film le plus long, c'est Furiosa, qui vient de sortir à 2h30... Ah, j'ai pas noté. 2h28. 2h28, pardon, merci. Et en moyenne, un film de George Miller, c'est 1h51. George Miller, c'est 139 nominations pour 75 victoires dans des cérémonies de récompense, dont un Oscar pour Happy Feet. Amplement mérité. Ah, totalement. Ensuite, si on prend les notes IMDb, son film le mieux noté, c'est Mad Max Fury Road avec 8,1 sur 10, et son film le moins bien noté, c'est Babe, le cochon dans la ville, et que j'ai découvert en préparant la chronique, avait été nommé à l'Oscar du meilleur film. Il avait perdu contre quoi déjà? Il avait perdu contre Braveheart, il me semble. Donc il y a une réalité parallèle où George Miller il a 2 Oscars, un pour Happy Feet et l'autre pour Babe. C'est magnifique. Et rappelons que Babe est une suite, c'est pas le premier Babe, c'est Babe 2. Incroyable. Celui-là. Babe, le cochon dans la ville, c'est à 5,7 sur 10 sur IMDb. Pas ouf. Voilà, et en moyenne, un film de George Miller, c'est 6,9 sur 10 sur IMDb. Ensuite, continuons avec les budgets alloués à ce réalisateur. Comme déjà dit dans notre émission, pour le premier Mad Max, il n'avait vraiment pas de thunes, puisque c'est son plus petit budget alloué avec ses 300 000 $. Et ça a bien changé, puisque son film avec le plus gros budget vient tout juste de sortir, puisque je vous l'ai dit dans les chiffres de tout à l'heure, c'est Furiosa avec ses 168 millions. En moyenne, un film de George Miller, c'était 65 millions de budget. Parlons box-office maintenant. George Miller a atteint 2 fois les 100 millions de dollars de recettes aux USA, avec Happy Feet et Mad Max Fury Road. Niveau mondial, c'est Happy Feet qui a fait le plus de recettes avec plus de 254 millions. Et il a atteint 100 millions de dollars de recettes mondiales sur 4 de ses films, soit un quart de sa filmographie. Et ce réalisateur a engrangé un total 1,3 milliard de dollars de recettes mondiales avec une moyenne par film à 123 millions. En France, et comme souvent quand je fais les chiffres, ce n'est pas le film qui a mieux fonctionné aux USA et à l'international qui fonctionne le mieux en France, puisqu'il s'agit de Mad Max 2 avec 3 625 481 entrées, qui est le meilleur succès de George Miller en France. Et à contrario, son film ayant fait le moins d'entrées, c'est Lorenzo, avec à peine un peu plus de 25 000 entrées. 6 de ces films ont dépassé le million d'entrées en France, dont 4 les 200 millions. Le cumul de ces entrées françaises s'élève à 15,8 millions d'entrées, avec une moyenne à 1,4 million d'entrées par film. Passons à nos chiffres sur la filmographie de George Miller. Donc au nombre de films vus, Owen est en tête avec 6 films, tandis que Julien et moi sommes tout juste derrière avec 5 films. Ah, un derrière. 4 films ont été vus par tout le monde, Mad Max, Happy Feet, Mad Max Fury Road et bien évidemment Furiosa, vu qu'on vient d'en parler. En fait, j'ai gagné parce que je suis seul à avoir poussé jusqu'à Mad Max 3. Alors, tu vas voir. A contrario, 5 films n'ont été vus par personne autour de la table. On peut noter Les Sorcières d'Eastwick, Babe le cochon dans la ville, où est votre culture cinématographique, messieurs? Ou encore Happy Feet 2, merde. C'est vrai que ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je vois Happy Feet 2. Grand fan du 1 que je suis. Le 1, on l'avait revu au ciné, c'était génial. C'est drôle. C'est tellement drôle. À savoir que Owen est le seul à avoir vu Mad Max 3, Et ouais. et que je suis le seul à avoir vu 3000 ans à t'attendre. C'est vrai qu'il a fait ce film. Et ouais. Flop, hein. Un Gros gros flop. flop. Gros flop, mais je l'ai vu. Et C'était franchement, bien. C'était très bien. Ah ouais, franchement, c'était bien. Franchement, je vous le conseille. Et à l'inverse, et là, je vais devoir assumer, je suis le seul à ne pas avoir vu Mad Max 2. Oh no. Et Ah, oui. bah oui, le 1 l'a tellement dégoûté. Ah non, le 1, je l'aime bien. Le 1 de Mad Max? Oui. Bah, ah oui, c'est... C'est vous qui aimez pas le 1 de Mad Max, et moi je l'aime bien. Nous on aime bien le 2. Bah ouais, le Il 2. faudrait peut-être que je vois le 2. Avec vraiment bien le 2. Avec le grand Emugus. Non, bah écoute, la prochaine fois que je vais en Bretagne, je ramène mon coffret. Hein. Oh, non. Le 3 avec Tina Turner. Non, mais c'est génial le 3 parce que pendant 1 heure, c'est absolument incroyable. Et à partir d'un moment, il y a des gosses qui apparaissent dans le film et d'un coup, c'est Mad Max à la crèche. C'est un film qui a la maternelle avec Schwarzenegger, mais sauf que là, c'est. Non, mais c'est littéralement ça. C'est à un moment donné, ils font du toboggan, t'as de la musique pour gamin et t'es en mode, mais attends, je suis devant Mad Max. Il se passe quoi là? George Miller, quand même, le grand écart qu'il a fait dans sa carrière, les grands écarts qu'il a fait dans sa carrière, quoi.
Mais est-ce que finalement ça répond pas à la question quand on disait tout à l'heure que des fois Furiosa et Mad Max c'était ridicule? On veut dire, on a un monsieur qui d'un côté fait un monde ultra sombre apocalyptique et qui fait Babe le cochon et Happy Feet. Non, mais à partir du moment où tu castes Tina Turner, C'est la beauté de Mad Max, c'est que ça réunit ces deux cinémas en un seul. simply the best. Oh là, oui, bon. Ouais, j'aime trop Tina Turner. En tout cas, c'est avec ça qu'on va s'arrêter sur les chiffres de George Miller. Et donc à la prochaine. Ok, et bien à présent, mesdames et messieurs, Julien va prendre la parole pour une chronique. Eh bien écoutez, j'étais pas là il y a 2 semaines, du coup je vais parler plus pour compenser en faisant ma propre chronique, la première. Du coup, je voulais revenir sur Cannes et sur les polémiques de Cannes. Déjà, on peut dire qu'on a déjà plus ou moins répondu à une polémique il y a quelques instants en parlant du film de Dupieux qui faisait l'ouverture. Sauf que Cannes, c'est connu pour ses coups d'éclat, c'est connu pour ses controverses, et c'est un peu ce qui différencie Cannes de Berlin ou encore de Venise, c'est que Cannes se fait beaucoup parler pour ce côté très people, on va dire. Évidemment, s'il y a des polémiques, les Palmes d'Or, elles n'y échappent pas. C'est-à-dire que vous avez, il y a des problèmes qui sont liés aux Palmes d'Or, et ça peut commencer avant même qu'un film soit présenté à la sélection cannoise. Et ça, pour y revenir, on va parler de la Dolce Vita de Fellini en 1960. Il faut savoir que le film sort en février en Italie, donc il sort quelques mois avant son sacre à Cannes, où il obtiendra la Palme d'Or, et il va créer énormément de problèmes, puisqu'il va s'attirer les foudres du Vatican, c'est-à-dire que on est menacé d'excommunication si on regarde le film, et toute une partie de la société italienne va aussi le critiquer. Et en plus de ça, c'est pas juste les personnalités catholiques, mais aussi les personnalités à gauche, comme Pasolini, qui vont, eux, à l'inverse, trouver que le film est ultra moralisateur et ultra catholique. Donc en fait, Fellini s'en prend de tous les côtés. Alors il lui faudra attendre la presse française pour le défendre, après sa sortie cannoise, et pourtant, malgré tous ces problèmes, le film, c'est un énorme succès. Vous savez combien il a fait d'entrées en Italie ? Je connais pas assez le box-office italien, même si je suis monsieur chiffre, mais je pense qu'il a dû cartonner là-bas, non ? Je me tente à 7 millions. 13 millions d'entrées. Ah. C'est énorme. 13 millions d'entrées, et en France, il va obtenir 3 millions d'entrées. Et je vous rappelle qu'on est dans les années 60, donc la population est plus faible. Donc c'est assez exceptionnel. Faut savoir que le film, pour remettre un peu en contexte, qui est considéré maintenant comme un chef-d'œuvre du cinéma italien et comme un grand classique, ça, à travers les aventures de Marcello Rubini, qui était incarné par Marcello Mastroianni, qui incarne dans le film un paparazzi, s'adresse le portrait de la société romaine de la fin des années 50. Donc là, on a vu un film qui crée la polémique avant même son entrée, mais vous savez qu'à Cannes, ça est déjà arrivé que 2 films obtiennent la Palme d'Or. C'est pas rare. Et c'est arrivé en 1979 quand Apocalypse Now, donc de Francis Ford Coppola, gagne la récompense ultime. Il la gagne aux côtés du Tambour de Volker Schlöndorff. Donc le Tambour, c'est une adaptation littéraire du roman éponyme. Donc tout va bien, c'est la 4e fois que ça arrive au festival. Alors je dis 4e fois depuis que le Grand Prix a été renommé Palme d'Or. Par exemple, si vous prenez la toute première édition du Festival de Cannes, il y a qui obtiennent le Grand Prix, je crois qu'il y a 5 ou 6 films qui l'obtiennent. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la sélection, elle est énorme, et au lieu d'avoir un vainqueur, tu as plusieurs vainqueurs. Il n'y a rien d'exceptionnel pour le moment, sauf que 7 mois après, donc ça fait quand même un petit moment après, Françoise Sagan, qui était la présidente du jury, donc c'est une célèbre écrivaine, elle dénonce les pressions subies par la direction pour faire voter la Palme d'Or à Coppola. En gros, il devait voter le Tambour, et elle va dénoncer le fait que toute la direction du festival a poussé pour que ce soit Coppola qui gagne pour des raisons, on va dire, à la fois économiques et de prestige, en fait. Le fait qu'un gros film américain de Coppola gagne, tout le monde était gagnant dans ce procédé, et ça a créé une grosse polémique où la presse, en fait, s'est rangée du côté de Françoise Sagan en dénonçant les pratiques du festival. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, normalement, un film, quand vous gagnez la Palme d'Or, vous n'étiez pas censé être représenté en sélection. Sauf que cette année-là, exceptionnellement, parce que Coppola, on le refait participer à la sélection, il l'avait gagné quelques années avant avec Conversation secrète. Et du coup, ils vont, juste après cette polémique, faire sauter cette règle-là. Vu qu'ils avaient fait l'exception pour Coppola, ils vont faire une règle générale. Si tu as déjà gagné la Palme d'Or, tu peux très bien la regagner. C'est ce qui arrivait, par exemple, avec Ruben Östlund. Ken Loach aussi, qui l'a gagné 2 fois. Ken Loach, par exemple. Et petite anecdote en plus, donc Gilles Jacob, qui avait écrit un livre qui s'appelle La vie passera comme un rêve, donc c'est de là à peu près où j'ai toutes les sources, donc qui racontait toutes ces histoires du festival, donc c'était le délégué général. Il dira que le réalisateur du Tambour lui avait dit, donc Schlöndorff, que cette année-là, il avait eu la sensation de recevoir qu'une demi-palme. Pour se dire à quel point il y a eu quand même cette sensation de vol cette année-là. Là, on vient de voir qu'un jury influencé, ça peut créer des problèmes. Mais si un jury n'est pas influencé et totalement libre, ça peut foutre encore plus d'embrouilles. Et là, on va revenir en 1991. C'est Roman Polanski qui est président du festival, et il est très, très autoritaire. En fait, cette année-là,
il n'y a qu'un seul film qu'il aime bien. C'est-à-dire que pour lui, tout le reste, c'est à jeter. Le seul film qu'il trouve grâce à ses yeux, c'est Barton Fink des frères Coen. Au point qu'il voulait lui donner toutes les récompenses. Ah oui. Et si vous le savez, en fait, Barton Fink, il va obtenir la Palme d'Or, mais il va aussi obtenir le prix de la mise en scène et le prix de l'interprétation masculine. Ce qui est beaucoup. Et en fait, ça fait que Barton Fink, c'est le film le plus titré du Festival de Cannes. Et ça a créé une énorme polémique, puisque la presse... et la plupart des gens présents vont dire que le jury est un peu trop généreux avec Barton Fink, alors que cette année-là, il y avait le Van Gogh de Maurice Pialat ou encore la Double Vie de Véronique. C'est suite à cette controverse, nouvelle règle, un film ne peut pas recevoir plus de 2 grandes récompenses du Festival de Cannes pour éviter le cumul. Ce qui fait que donc Barton Fink est le film le plus titré à Cannes aujourd'hui. Et il le restera jamais. Il le restera à jamais. Et donc, c'est pour ça que si vous regardez sur les derniers Palmes d'Or, ça arrive que quand on donne la palme, on donne une mention spéciale. Par exemple, quand vous avez vu Amour de Haneke, il y avait une mention spéciale pour Trintignant et pour Emmanuel Riva. Et pour La vie d'Adèle, c'est pareil. La Palme d'Or, elle est donnée à Abdelatif Kechiche, mais aussi à Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. Mais oui, je me souviens, ils étaient montés tous les 3 sur le plateau. Ça a été fait un peu de manière exceptionnelle pour éviter de redonner plusieurs fois une récompense. On a un autre cas, c'est quand c'est les vainqueurs de la Palme d'Or qui s'emportent. 1987. C'est connu, cette année-là, c'est Maurice Pialat qui repart avec la Palme d'Or, avec Sous le soleil de Satan, sauf que ce soit du côté du public, que ce soit du côté de la critique, personne s'y attendait. En fait, il y a 2 grands favoris cette année, c'est Les ailes du désir de Wim Wenders et Les yeux noirs de Nikita Mikhalkov. Sauf que, dans le jury, cette année-là, donc le jury est présidé par Yves Montand, on a Elem Klimov. Donc Elem Klimov, si ça vous revient pas tout de suite à l'esprit... Requiem pour un massacre. Requiem pour un massacre. Sauf qu'il faut savoir une chose, c'est que Elem Klimov, il déteste une chose dans sa vie. Eh bien, c'est Nikita Mikhalkov. Ils ne peuvent pas s'entendre, ces deux-là. Et du coup, Klimov est très clair, il dit si on donne la récompense, la Palme d'Or à Mikhalkov, il se casse du jury, il fait savoir sa décision à tout le monde, en fait il dit qu'il fait un scandale. Finalement, c'est le film de Pialat qui va recevoir la palme, sauf qu'au moment où il va récupérer la palme, il y a toute une partie du public qui le hue. Il y a même Catherine Deneuve qui essaye de calmer la foule pour qu'on entende le discours de Pialat. Et Pialat, il va sortir cette réplique très célèbre. « Je vais être fidèle à ma réputation, je suis content pour tous ces sifflets et ces cris que vous m'adressez. Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. » Ensuite, il brandit son poing au ciel et on ne sait pas si c'était un bras d'honneur ou un poing de la victoire. Moi, Voilà. je penche pour un mix des deux. Voilà. Mais autre geste qui a marqué le Festival de Cannes, 1994. Bien sûr. Tarantino. Cette oui. année-là, c'est Clint Eastwood à la tête du jury. C'est Tarantino qui gagne. Il monte sur scène pour récupérer sa palme. Une femme crie dans la foule « Quel daube, quel daube !» Tarantino, petit doigt d'honneur. Et il fait son discours devant la foule comme si de rien n'était. Et pour terminer, on va parler de la dernière polémique et non des moindres. Justine Triet l'année dernière. Donc Justine Triet gagne sa palme pour Anatomie d'une chute. Elle fait un discours, elle critique la réforme des retraites et critique la réforme du gouvernement et elle dénonce une marchandisation de la culture. Et pour beaucoup, la non-sélection d'Anatomie d'une chute pour représenter la France aux Oscars serait une sanction dissimulée pour le discours de Justine Triet. Ou est-ce que c'est juste les mecs, le comité de sélection du CNC qui avait pas de goût mais... Voilà, conclusion, Justine Triet est repartie avec l'Oscar du meilleur scénario et a raflé toutes les récompenses. Donc, mérité. Voilà. Donc, si vous cherchez des polémiques, vous pouvez en trouver encore plein d'autres, que ce soit pour les Palmes d'Or, pour les prix du jury, pour les films qui ont choqué. En fait, des polémiques, quand même, il y en a chaque année. C'est ça, je pensais plutôt aux films qui ont choqué, genre Irréversible, des trucs comme ça. Irréversible, La Grande Bouffe. Même Fahrenheit 9/11 là, de Michael Moore, qui était vraiment très 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 politique, et le fait que ce soit Tarantino le président du jury. Qui avait dû se justifier en conférence de presse le lendemain. En fait, des polémiques, tu peux en trouver partout. Il fallait choisir. Mais j'espère merci que ça vous a intéressé. Mais oui, souvent, le président du jury joue pour beaucoup, en effet, pour la sélection. En fait, je vous parlais du cas de Polanski, mais même quelques années avant, avec Wim Wenders, ça arrivait plusieurs fois que les présidents du jury veulent récompenser qu'un seul film de tout le festival et vouloir lui donner toutes les récompenses. En tout cas, une raison de plus de ne pas aimer Polanski. Voilà. Franchement, merci. Merci pour ta première chronique, c'était trop bien. Chouette. Eh bien, nous approchons doucement de la fin et je me retourne une nouvelle fois vers Jérémy, puisqu'il est le détenteur de la carte Joker. Alors, Jérémy, ce n'était pas prévu au départ. Fred devait avoir la carte Joker, mais Fred n'est jamais revenu. Tu nous manques, Fred. Comment te récupérer? Je ne pourrais jamais le récupérer. Il voulait le sortir, il a réussi. Mais de quoi vas-tu donc nous parler? Quel sujet vas-tu mettre sur la table? Attends, parce qu'il y a tout un storytelling sur mon Joker là. Souvenez-vous, la dernière fois que Fred n'était pas là, c'était lors de l'épisode 6, quand on avait parlé de Bâtiment 5 et de Perfect Days. Ça date. Alors pourquoi je vous reparle de cet épisode, me diriez-vous? Lors de cet épisode, j'avais également eu la carte Joker, et je vous avais demandé quels étaient les films que nous n'apprécions pas, alors que la majorité des gens les aiment. Je me rappelle que j'avais cité Fight Club, Owen avait cité 2001 l'Odyssée de l'espace, et que Julien avait cité entre autres le premier Mad Max. Et donc pour la continuité de ce Joker, j'ai envie de vous poser la question inverse.
Est-ce que vous avez en tête des films que la majorité des personnes n'aiment pas, mais que vous les aimez? Hit 2, j'ai l'impression. Bah, Hit 2, c'est nous, entre notre groupe de potes, on sait Ouais, que t'es mais un peu le dissident qui l'aime bien, tu vois. Ouais, mais les critiques globales ont l'air de dire que c'est Mais pas très les bien. critiques générales et globales qui n'aiment pas trop ces films, et que vous les appréciez, voire que même vous kiffez à fond, ou un truc comme ça, genre pour commencer, parce que je vais quand même vous laisser le temps de chercher, messieurs. J'ai pensé à plusieurs films, mais je vais commencer soft. Indiana Jones 4, franchement, je l'ai pas désapprécié. Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de C'est monde... un choix audacieux. je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, mais franchement, je l'ai vu et je l'ai pas désapprécié quand même, alors que je m'attendais vraiment à une immense daube. Alors la réponse facile serait quelques comédies françaises qui sont très mal passées, mais que moi à certains instants j'ai trouvé assez intéressant. C'est-à-dire par exemple, là je suis en train de regarder dans mes notes, alors il y avait un film réalisé par Michel Denisot avec Franck Dubosc qui parle des présentateurs de JT, ça s'appelait Toute ressemblance. Bah j'avais trouvé ça plutôt correct. Voilà. Mais est-ce que tu peux argumenter pour comparer à ça ou Bah pas? écoute, c'est un film qui prétendait dévoiler un peu l'envers du décor sur les présentateurs JT, voilà, qui se moque un peu de Delahousse, qui se moque de Anne-Sophie Lapix et qui te dit que c'est un monde de cocaïnomanes absolument odieux. Bref, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, je sais pas. Michel Denisot avait l'air de dire que c'était la stricte vérité, il avait tout vu, il avait tout témoigné. Mais dans l'ensemble, moi j'avais trouvé ça assez fun, et puis même en tant que sorte de drame de Rise and Fall, le film passe plutôt bien, en tout cas dans mes souvenirs, j'en ai un bon souvenir. D'accord. Julien, est-ce que t'en as en tête? Bah, j'en ai en tête, mais je sais pas s'il est si mal aimé que ça. J'avais Rocky 2 en tête, puisque comme suite... Alors moi j'aime bien Rocky 2 aussi. Moi j'aime donc, beaucoup Rocky 2, mais je sais que quand tu parles de suite, souvent les deuxièmes peuvent décevoir, et... Alors, des suites qui sont pas appréciées de Rocky, il y a Rocky 5 par exemple. Je les ai pas encore vus. Mais Rocky 5, moi j'aime beaucoup. Rocky 2 bien. me venait en tête, mais je sais pas s'il est tant détesté que ça. Je pense pas qu'il soit tant détesté que ça. Dans ces cas-là, moi je vais continuer parce que j'en ai noté d'autres. Le dernier maître de l'air de M. Night Shyamalan, parce que je suis un fanboy de ce mec et que j'assume totalement, sauf pour After Earth. Mais oui, vraiment, le dernier maître de l'air. Alors certes, j'ai pas vu le dessin animé, mais franchement, j'ai trouvé le film ultra correct et c'est vraiment un bon plaisir que je me remate de temps en temps en tant que bon divertissement d'aventure, quoi. J'en ai un autre, j'en ai même plein d'autres en fait, mais bon, faut pas que ça dure non plus très longtemps. Il y a beaucoup de remakes de films d'horreur qui sont très mauvais, mais pour le coup, je trouve qu'il y en a un qui s'en sort C'est pas. le Freddy. Exactement. Toi, tu l'aimes Ah, bien. je l'ai pas vu. Bah, je trouve qu'il s'en sort remarquablement bien parce qu'il arrive à ajouter en plus une notion d'horreur et de suspense qui est super chouette. C'est-à-dire que le principe de Freddy, c'est que il te tue dans tes rêves, donc il te tue quand tu dors. Mais en fait, dans ce Freddy-là, à force de rester trop éveillé, ton cerveau fait des sortes de micro-sommeils, même quand tu es éveillé. C'est-à-dire que tu peux entrer dans un rêve en étant éveillé. Ouais. Et ça crée des scènes de tension parce que finalement, le film est systématiquement sous tension. Donc franchement, je trouve que c'est un très chouette film. En plus, ça redéfinit un peu le Mais ce qui est mythe. ce qui est intéressant aussi dans le remake de Freddy, c'est que ça prend comme postulat que Freddy aurait pu être innocent. C'est-à-dire que Ça aussi. Freddy, normalement, ce qui fait qu'il devient un monstre qui hante les rêves, c'est qu'il a été brûlé vif par les parents parce qu'il avait tué des... Non, il y a des histoires de pédophilie. C'est de surtout ça dont il est histoires de question. pédophilie, mais il y a un moment, un postulat dans le film où ils disent mais peut-être qu'il était innocent, peut-être que vous avez tué un innocent, c'est pour ça qu'il nous hante. C'est juste le postulat qui est mis là, mais c'est vrai que ça fait ça redéfinit le mythe comme tu dis, mais ça pose une question aussi sur les notions de justice qui est pas inintéressante. Franchement, je trouve que c'est un bon film. Mais si je peux remboîter sur des remakes d'horreur, je trouve que le Halloween de Rob Zombie, que j'ai vu il y a très longtemps, même avoir vu Fred Carpenter, s'en tire pas mal parce que il est dans cette même lignée que le remake de Freddy, de psychologiser des personnages maléfiques qui ne sont pas dans leur franchise de base. C'est-à-dire que le film de Rob Zombie, t'as quand même toute une première partie du film, c'est sur l'enfance De Michael Myers. de Michael Myers. J'allais dire Jason Voorhees, mais ce n'est pas le même personnage. De Michael Myers, donc sur une famille en difficulté, famille dysfonctionnelle, et c'est super intéressant. Mais il me semble pas qu'il est si désapprécié que ça, hein, le remake de Rob Zombie. Non, celui-là, en général, il est plutôt assez reconnu. Mais après, c'est En fait, bien j'aime des films et les gens les aiment aussi. Après, c'est bien de les citer aussi, hein. Comme ça permet à nos auditeurs d'avoir beaucoup de films qu'on estime bons à mater. Moi, je vais continuer un peu aussi. Je pense notamment à... Et Owen, je sais que tu vas pas m'aimer quand je vais dire ça, mais la saga Transformers. Bon, sauf le 3 et le 5, mais... C'est marrant, moi j'aime bien le 3. Enfin, c'est le 3, c'est sur lequel Ouais, j'ai c'est vrai qu'on passé a- le moins bon moment, le moins mauvais. On a un gros débat sur la saga Transformers avec Owen, parce que moi, j'adore le 1 et le 2. Enfin, j'adore. J'apprécie le 1 et le 2.
alors que lui pas trop, et que moi je déteste le 3 alors que lui l'apprécie. Le premier est une grosse merde, hein, je Non, maintiendrai. mais non, ce n'est pas une grosse merde. C'est Michael Bay. Tu ne comprends pas ce que veut faire Michael Bay avec ce film, c'est Non, tout. mais je comprends, mais j'aime pas. Je trouve que c'est de la grosse merde, c'est tout. Et donc, continuation dans l'esprit Michael, dans les films de Michael Bay, Bad Boys 2, que j'adore de tout mon cœur. Voilà. Et alors, je sais que c'est pas la vie générale, mais Bad Boys 2, pour moi, c'est un des meilleurs films d'action des années 2000. Voilà. Ok, j'en ai 2. Alors, premier, vous allez dire, mais s'il est aimé, mais pas tant que ça. Le Dracula de Coppola. Pourquoi je dis Dracula de Coppola ? Parce que j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un. On parlait du cinéma de Coppola et c'est arrivé sur le fait que Coppola ne faisait plus ce qu'on réagissait à Metropolis, aux premiers avis de Megalopolis, pardon, et que Coppola n'avait plus fait de bons films depuis la fin des années 80. J'ai fait non, mais il y a Dracula. Et là, on me disait, mais c'est pas très bien Dracula. Moi j'étais en mode, mais c'est super bien le Dracula de Coppola. Moi j'adore le Dracula de Coppola. Voilà. C'est magnifique le Dracula de Coppola. Mais du coup, là, on va dire que vous allez me dire, il est quand même apprécié. Sinon, j'en ai un autre film, mais je suis même pas sûr que vous le connaissez. C'est Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. C'est pas avec Steve Carell, Steve ça Carell et Keira Knightley. Ce film, il a une super mauvaise critique, mais j'adore ce film. Et en fait, ce film-là, quand je me suis renseigné sur pourquoi il n'était pas aimé, ça date de 2012. Donc c'est dans ce mood de 2012, c'est la fin du monde, pour rappel, parce qu'une partie des gens ont vraiment cru que ça allait être la fin du monde en 2012. J'ai eu peur ce jour-là, moi. Si jamais vous êtes jeune, que vous n'avez pas connu cette époque, voilà, il y avait plein de choses sur 2012, et il y a ce film qui sort, sauf que ce film était vendu, il me semble, il était vendu comme une méga comédie et tout, et en fait, le film est quand même vachement plus tragique que ça. Ou c'est l'inverse, je sais plus comment soit il a été vendu comme un film ultra catastrophe et ça se retrouve être une comédie, soit il est vendu comme une comédie, il se trouve plus tragique. En tout cas, je trouve que ce film est à la fois drôle, tendre et un peu triste, mais triste en même temps beau, voilà. Ok, moi vas-y. Vas-y, en parlant de 2012, moi j'avais 2012 le film aussi, qui je crois n'est pas trop apprécié. Moi Roland Emmerich... c'est impressionnant, voilà. Mais moi j'en aurais 2 pour terminer en tout cas. Ah tiens, c'est vrai que Spider-Man 3 est pas très aimé. Mais bon, ça c'est plutôt film de niche un peu. Enfin... Film de niche, Spider-Man 3 Non, enfin un film de niche, non, mais je veux dire, c'est Madeleine de Proust, c'est le terme. Non, alors le premier que je sors, ça reste encore un film d'horreur, c'est Destination Finale 4. Parce que ton amour pour la saga Destination Finale est intense. Je trouve qu'en règle générale, Destination Finale, c'est plutôt de la merde. Ceci dit, le 2 et 4 sont réalisés par le même gars, j'ai plus son blaze, mais malheureusement, il est décédé. Et c'est le seul gars qui, en voyant le concept de Destination Finale, s'est dit écoutez, c'est un concept de merde, je vais en faire un nanar en 3D complètement grotesque et absolument assumé. Et bon, bah voilà. Et meilleur que ce 3D. Bah ouais. Non mais clairement, genre Destination Finale 1 et 3 sont réalisés par James Wong, le gars qui avait fait Dragon Ball Evolution, et s'était dit putain, mon idée elle est trop bien, faut que j'en fasse un vrai thriller, un vrai truc avec de la tension. Finalement, il en fait carrément de la merde. L'autre gars qui fait Destination Finale 4, il s'est dit grosse automobile qui explose en 3D. Voilà, bah, c'est vachement drôle. Et sinon, bah, et là par contre, je pense que c'est un vrai beau film sur le cinéma fordien western. Et d'ailleurs, j'en avais écrit un mémoire à l'époque. C'est Lone Ranger de Gore Verbinski. Voilà, le film n'a pas été très apprécié, a été un giga flop. Il a plein de défauts, mais c'est aussi un film dans la pure lignée de ce que Verbinski a pu faire à son époque, et en même temps un très bel hommage au cinéma hollywoodien sur les westerns des années 40-50. J'avais en tête Footloose, mais vous me direz peut-être Footloose c'est aimé, mais Footloose c'est pas aimé, c'est culte. C'est pas dire que ça veut dire que c'est aimé, c'est juste que c'est considéré comme culte. C'est comme les films cultes sont pas forcément bons. C'est ça. Et pourtant, donc si tu regardes la critique, les gens disent oui c'est culte etc. Mais c'est pas ouf. Moi je trouve que c'est très bien Footloose. Vous avez une scène de duel entre deux tracteurs. Voilà. Ok, tu m'as vendu le film. Il y a une scène de duel entre deux tracteurs. Honnêtement, en termes de duel, ça vaut des très bons westerns. Ok. Je tenais à le dire, je le pense, et je l'assume. Ensuite, autre film. En vrai, l'adaptation de La Promesse de l'Aube avec. Ah, et Pierre Ninet et Charlotte Gainsbourg, ça vaut pas le roman, c'est beaucoup plus simplifié, c'est peut-être pas ultra recherché, mais quand tu prends le matériau de base qui est La Promesse de l'Aube, ça donne quand même un bon petit film. Est-ce que vous avez épuisé votre stock là? J'en ai un dernier. J'en ai un dernier aussi, The Greatest Showman. Je tenais à en parler, ce film, parce que on lui a beaucoup critiqué ce film, on lui a beaucoup lancé des pierres. Il n'est pas ultra connu, et pourtant, en termes de prouesse technique, The Greatest Showman, ça revient sur la vie de P.T. Barnum, donc un des inventeurs un peu de la magie du cirque, et avec un très bon Hugh Jackman, mais avec un très bon Zac Efron, parce qu'on parlait des rôles dramatiques de Zac Efron dans Iron Claw, mais en fait son rôle déjà ici est très bon. On a une Zendaya aussi, et une Zendaya qui est très forte, puisqu'en plus il me semble que de mémoire, tous les scènes de trapèze, ils sont pas joués par des doublures. Ok. Donc c'est assez impressionnant.
Et c'est bien. C'est très magique, féerique, c'est très cynique parce que P.T. Barnum, c'est quand même un mec qui fait des freak shows. Voilà, donc on pourra dire que le mec se fait de la thune sur le malheur des gens. Mais tourné dans le film, ça te montre, c'est un très beau film sur la différence. Moi, je conclurai avec un film que Durandal déteste. Et surtout, ce réalisateur-là, on en parle souvent puisque c'est Ridley Scott. Moi, je trouve que Prometheus, c'est vraiment bien. Oh putain. Voilà. Alors je suis désolé, j'aime pas Prometheus, toujours pas. Moi, je trouve que c'est un beau film. C'est beau visuellement, le thème est merveilleux, le thème principal. Ça soulève des questions de manière parfois un peu maladroite, mais ça a le mérite de les soulever. J'ai jamais été un fan hardcore de Alien pour me sentir trahi par la démarche de Scott. Je trouve que c'est un beau film. On ne demande pas plus. C'est beau Prometheus, j'aime bien. Je l'ai en Blu-ray 3D, Steelbook. Bah oui, bah alors le Blu-ray 3D, je pense pas que tu t'en sers souvent. Bon, ouais, ça m'est arrivé de le remater pour le plaisir, hein. Oui, mais tu ne me remates pas en 3D. Ah non, j'ai pas de télé 3D, donc non. Bah non. Enfin, ouais. Moi, je m'arrête là parce que voilà, c'est un Joker fleuve, c'est un Joker piège. Je sais que c'est pour ça, j'aime beaucoup quand on cite des films comme ça permet aux gens de savoir un peu. De se rendre compte à quel point on a des avis de merde. Potentiellement, mais aussi que, bah voilà, il y a plein de films qui peuvent aller voir, etc. Donc, bah oui, qui retentent leur chance. Après, là, c'est vrai qu'on a évoqué, comme d'hab, pas mal de films US, mais promis, on fera des efforts pour les prochains épisodes. Je crois que j'ai dit aussi, j'ai cité ce que j'avais à citer. Et bah donc on peut conclure. Et ben on peut conclure. Et alors en vrai j'ai envie de dire à qui vas-tu donner le Joker, mais si ça se trouve dans l'épisode prochain on va avoir un invité spécial à qui on filera forcément le Joker. Voilà. Mais si jamais on n'a pas d'invité, je donne ma carte Joker à Julien. Très bien. Merci beaucoup Jérémy pour ce Joker et nous le fermons. Et nous fermons aussi cet épisode de DCP puisqu'il touche à sa fin. Je rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur les applications de streaming audio Spotify, Deezer, Apple Music. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Et on a un Instagram, on a un TikTok. À remplir, mais on a un TikTok. On a un TikTok. Bref. Il est en cours de développement. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre un peu ce qu'on fait. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, des grosses bises. Salut, à la prochaine.